nouvelle façon de voyager. Mesdames, bonsoir et bienvenue à notre journal du soir. Cela dit, les musulmans fêtent le Muharram, l'an musulman, l'an 1442 de l'Hégire 2020, n'est-ce pas? Un nouvel an musulman qui fait entrer le calendrier hégirien dans sa 1442e année, à compter bien sûr de ce jour 21 août 2020. Un décompte qui a démarré à l'an 622 de l'ère chrétienne. Écoutons les explications du docteur Touri. Inch'Allah, demain nous serions le premier jour de l'an musulman, qui sera le premier Muharram. Pour la signification de ce mois béni, Allah dit dans le Saint-Coran: Inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum. ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah dit dans le Saint-Coran, le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Donc Allah dit, durant ce mois, ne vous faites pas tort ou ne faites pas tort à vous-même. Donc l'important de ce mois étant dit, il y a 4 mois sacrés, c'est-à-dire 4 mois qu'Allah dit sont ces mois. Ces 2 mois appartiennent à Allah, c'est le Zulqa'da, Zulhijja, Muharram et Rajab. Donc Muharram étant faisant partie de ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces 4 mois des mois sublimes. Et surtout le mois de Muharram, c'est un mois sublime dont la récompense, même en matière des actions, diffère des autres mois. Quand tu fais de bonnes œuvres durant ce mois, ça diffère des autres mois. Quand tu fais des péchés aussi, c'est la même chose. On multiplie les péchés autant de fois plus que les autres mois. De raison pour laquelle le mois de Muharram est un mois sacré. Comme vous le savez, nous sommes un pays fortement islamisé, mais s'il faut de la vérité, l'islam est dans nos lèvres et dans nos bouches et non dans nos cœurs. Et c'est un moment de revoir tout ça en clair. Comme toute entreprise, il faut faire une auto-évaluation, voir ce qui a marché, ce que j'ai pu faire dans cette pratique religieuse et ce qui n'a pas marché à ton niveau et au niveau de ta famille. Donc, raison pour laquelle nous disons que vraiment, il est recommandé dans ce mois de multiplier les invocations, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. De ce mois de méditation, il faut méditer subhanahu wa ta'ala. Il faut revoir ce qui s'est passé, encore faire de bonnes actions. Il faut penser aux orphelins, il faut penser aux nécessités. Il faut faire de bonnes œuvres, car ce mois est un mois de bonus dont Allah seul connaît le secret. Et surtout c'est un mois de pardon. Vous savez, on a, comme je l'ai dit, l'islam dans les lèvres et dans les bouches, mais nos cœurs ne pardonnent pas. On doit vraiment revenir à nous-mêmes. On doit vraiment se regarder en face et vraiment se dire la vérité, c'est pardonner. Car Allah dit, Allah même, il pardonne. On doit vraiment se pardonner. On doit vraiment, sans hypocrisie, se pardonner.
Je le disais donc tantôt, l'an musulman, n'est-ce pas, ce sera bien sûr, il va entrer dans sa 1442e année à partir de demain, autant pour moi de 2021 ou 2020. Vous venez d'écouter les explications du docteur, de l'islamologue, docteur Touré. Cela dit, la situation au Mali, la CEDEAO réclame le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta. 3 jours après le coup d'État ayant emporté le régime de Bamako. Une délégation est attendue à Bamako incessamment. Après donc l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO réagit également énergiquement, n'est-ce pas, à la suite de ce putsch mené par des officiers de l'armée malienne. Nous demandons le rétablissement du président Ibeka en tant que président de la République, a déclaré le président Issoufou Mahamadou en visioconférence aujourd'hui. Par rapport à la situation au Mali, les réactions s'enchaînent. Je vous propose quelques-unes dans ce extrait. L'acte du coup d'État qui est intervenu hier, qui a renversé, on va dire, le président Ibeka est un acte condamnable. Condamnable dans le sens où le peuple malien, à l'instar de beaucoup de peuples africains, ont fait le choix de la démocratie. Personne ne peut accéder au pouvoir que par la voie des urnes. Même si, par ailleurs, on va vous dire que même la force est une source de légitimation du pouvoir en sciences politiques. Cela dit, le coup d'État ou l'acte en tant que tel est condamnable, il est à condamner, il a été condamné par l'ensemble des citoyens, par l'ensemble des démocrates. Mais voyons un peu les causes qui ont amené cette situation de coup d'État. Puisqu'il ne s'agit pas d'analyser l'acte en tant que tel, ou lui seul, il faut essayer de voir les contours. Qu'est-ce qui a amené la situation ou l'acte du 18 août 2020 au Mali? Souvenez-vous, Ibeka, s'il était démocrate lui-même, s'il croyait aux vertus de la démocratie, il avait eu beaucoup de chance de respecter son peuple, de respecter son pouvoir lui-même et la démocratie malienne. À lieu et place de la chance qu'on lui a offerte, il s'est livré à d'autres jeux, prétextant avoir le soutien de la communauté internationale et de ses pairs africains, notamment la CEDEAO, qui à plusieurs reprises a tenté de créer les conditions d'un dialogue, même si objectivement, ils n'étaient pas partis, les gens de la CEDEAO, pour être du côté du peuple malien. Ils ont toujours essayé de voir comment ils peuvent sauver leur père. Je dis les causes ou les raisons qui ont toujours influencé ou amené les militaires au pouvoir en Afrique, elles sont de plusieurs ordres. Quand vous avez suivi hier les militaires eux-mêmes, ils ont avancé des propos qui peuvent convaincre l'esprit lucide. Ils ont parlé d'un Mali qui risque de ne plus exister. Un État où il n'y a plus d'école, un État où il n'y a plus de santé, la sécurité on n'en parle pas, la pauvreté elle est crasse. Donc, toutes les raisons qui sont liées à la mauvaise gouvernance du régime. Un peu partout en Afrique, quand les militaires interviennent, ils donnent des raisons valables qui tiennent et qui justifient leur entrée sur la scène. Même si par ailleurs, c'est des actes qui ne sont pas admissibles en démocratie. Mais quand même, l'esprit humain peut comprendre certains faits qui sont là, palpables et réels. Je pense que ce qui est arrivé, les chefs d'État africains doivent désormais se dire une chose. Le pouvoir, c'est le peuple qui vous le donne et qui le légitime. Il peut retirer cette légitimité à tout moment. Quand il constate que vous avez trahi, vous avez échoué, vous n'êtes plus à mesure de respecter vos engagements vis-à-vis de ce peuple. Même si eux, ils prétextent, quand vous êtes élu pour 5 ans, il faut aller jusqu'à 5 ans, c'est pas vrai. À tout moment, le peuple peut interrompre de manière populaire le régime ou le pouvoir que vous a donné. Et c'est ce que nous avions souhaité, la démarche du peuple qui a été entreprise au Mali, qu'elle aille jusqu'au bout.
La suite de ce journal, ouverture ce matin d'un atelier de formation en faveur de femmes. Un atelier organisé par l'ONG AFIS Niger. L'objectif, c'est d'aider les femmes à s'insérer économiquement à travers la fabrication du savon liquide. Assa Adamou et Moumouni Abdoulaye pour d'autres précisions. En vue d'apporter une solution réelle et durable à l'exode rural, l'organisation non gouvernementale d'aide et formation pour l'insertion sociale AFIS Niger a été créée en 2019 à Niamey. Dans l'objectif de prendre en charge les jeunes hommes et femmes marginalisés, a donné une formation de fabrication de savon liquide à 20 femmes à travers un groupement nommé Digebegi. L'objectif principal de cette formation que l'ONG AFIS Niger amène au groupement des femmes d'Igabedji, 50 mètres, c'est de pouvoir les aider d'entreprendre quelque chose pour pouvoir essayer de gagner leur vie. Nous voyons qu'aujourd'hui, surtout au Niger, il y a plusieurs femmes qui sont là et ils ont la volonté d'entreprendre quelque chose et pour pouvoir essayer de commercialiser et de gagner également leur vie. Mais souvent, ils n'ont pas cette opportunité. C'est sur ce point que l'ONG AFIS Niger vient en aide pour ces femmes et pour pouvoir les aider d'entreprendre cette formation, précisément la formation concernant savon liquide et de pouvoir essayer de gagner d'une part leur vie. Le fait de faire savon liquide, il y a des étapes vraiment à suivre pour pouvoir arriver à la réussite du savon liquide. Premièrement, il faut qu'on ajoute pâte et avec le sel. C'est la première des choses qu'il faut ajouter et remuer à peu près pendant 10 voire 15 minutes pour que ça devienne épais. Donc, c'est conseillé d'utiliser souvent le sel à poudre, pour pouvoir essayer de faire la fabrication à peu près 30 minutes. Mais si ce n'est pas le sel à poudre, ça prend au plus de 30 minutes. Donc, c'est le sel en poudre avec la pâte qu'on ajoute premièrement. Après, le fait de remuer et ça devient épais, on ajoute un peu de l'eau. On remue toujours au fur et à mesure 1 kg de sel plus pâte. On utilise 10 litres d'eau pour pouvoir faire le savon liquide précisément. Donc, après l'étape le fait d'ajouter les 10 litres d'eau, on ajoute ensuite l'acide qui permet la bonne formation du savon liquide. Et après ça, on ajoute le parfum qui permet une bonne odorat du savon liquide. Selon l'assistant administratif de l'ONG AFIS Niger, ces femmes seront accompagnées jusqu'au développement de cette activité pour laquelle elles ont été formées. Reste avec les femmes, notamment avec cette déclaration de l'ONG Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Une ONG qui a rendu publique une déclaration suite à une violence exercée sur une fillette de 15 ans, âgée de 15 ans dans la région de Difa. L'ONG Femmes et Enfants victimes de violences familiales lance un cri d'alarme à travers bien sûr une déclaration. La teneur dans ce reportage signé notre stagiaire Aïssa Adam. Elle, c'est Falmata Saleh. Elle a 15 ans. Enlevée malgré l'opposition acharnée de sa mère, cette jeune fille est victime d'un traumatisme suite à un abus sexuel. L'affaire intervenue en 2019 à Tesker n'a jusque-là pas connu son épilogue du point de vue du droit. Une fois de plus, nous déplorons un cas de mariage précoce et forcé au Niger. Un homme de 67 ans a enlevé une fillette de 15 ans pour l'épouser de force, abusant des faibles capacités mentales du père de la malheureuse. Heureusement, de par la vigilance de sa mère, qui a fait saisir la justice, cet acte ignoble a été arrêté net. C'est pour l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales l'occasion de lancer un nouvel appel aux hommes, aux familles, aux autorités et aux partenaires pour exiger la fin de telles pratiques nuisibles aux conditions de vie et à la santé des adolescentes. Nous en appelons au respect des lois sur le mariage précoce et sur la santé reproductive. Épouser une fillette de 15 ans s'assimile à un acte de pédophilie déguisé. De tels actes
sont à bannir à jamais dans nos sociétés africaines en général et en particulier au Niger. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales invite les victimes ainsi que leurs familles et les témoins de tels actes à saisir le plus rapidement possible la justice pour suite à donner. Nous appelons les ONG, les médias, les leaders religieux et d'opinion à une synergie d'action en vue d'éradiquer les mariages précoces et ou forcés au Niger. Ce cas d'abus et de violence familiale témoigne de persistance à nos jours, des pratiques nuisibles dans nos sociétés. Des pratiques qu'il faudrait à jamais bannir. Aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour que justice soit faite dans ce genre d'affaires. Notre pays continue d'enregistrer de grosses précipitations et l'alerte rouge a déjà été déclenchée par les services compétents par rapport bien sûr au fleuve Niger. Alors comment éviter effectivement les situations antérieures d'inondation au niveau des quartiers riverains de la ville de Niamey? Alors le reportage est signé sur place Aïssa Adam. La montée des eaux du fleuve Niger causée par les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours du bassin du Niger au Burkina, au Mali et dans le sud-ouest du Niger qui ont frappé le Niger a atteint le niveau d'alerte rouge. Ce qui laisse ce niveau de vue du fleuve Niger jamais atteint ces dernières années commence à faire des dégâts chez les riverains. Pour certains, c'est toute leur existence qui est menacée. gogto ke mo kir to en kin bore ga de no te ma gagsini ali gondi na ko gagsini talkese sen kai no gondi na ko sen ke so wala digge de no digge su bori yari ga don no aro za hurna ga aguma digge su bori isu irgu ba digga im diggite din diggete côté kulu ala bor kul haros tark boy hasaro gumo den so diggisino kon diggesino don no zaharo hurke na ga sarote son yiri wai ka son haro nirwa atay se da manna nirwa ne ka haro malin wai dun sai kullu ai go haro nirwa rigo nan kan ko wasu ba go ne wallahi dan haro jiri ko ata bo sai asaro akko kali tan da ce man tarandi an ko andi ka haro ka fu mega wallahi asta jiri kula ka ta jiren kan to ba jiri iye wali wai kine son da jiri kan haro wai bo ta kan ba kul fu kan dini anirwa iri koy goro zo fo wundo la hando fo to man na anirwa hala anirwa wallahi hala wana kin mon begete man na anirwa man to hala wana zan hala wai dum zai na iman du haykulu ayi haye ne dum zai wara. Devant cette situation menaçante, c'est surtout le silence des autorités qui inquiète. C'est du moins le point de vue de certains acteurs du domaine de l'eau et de l'assainissement. C'est pas la montée qui cause problème en réalité. Évidemment, c'est les informations qui doivent être communiquées au public ou bien aux institutions qui sont chargées de donner l'information. L'ABN, qui est censé ou bien qui est l'organe qui est en train de suivre cette affaire dans tous les pays membres de l'ABN, naturellement, quand il y a un problème, elle donne les données de l'alerte au niveau de nos États. Nous avons des institutions auxquelles l'ABN communique les données ou communique, voilà, il y a une alerte qui est faite, il faut attention. Mais quand l'État a cette information, maintenant, c'est à l'État de mettre un dispositif, comment sensibiliser les populations, surtout riveraines, pour prendre des dispositions nécessaires. Évidemment, quand vous prenez le cas de la crise alimentaire, au Tchad, chaque année, elle n'a pas mandat de venir communiquer avec les populations, mais elle donne l'information à l'État de les différents ministères sectoriels. Maintenant, quitte aux différents ministères sectoriels de travailler sur la question avec des messages précis pour informer le public. Mais malheureusement, vous allez voir, le cas du fleuve Niger, on donne l'information à l'État ou on donne aux services compétents qui sont censés diffuser l'information au public pour qu'ils prennent des dispositions nécessaires. Ils ne le font pas. Vous allez voir dans le cadre de la gestion des inondations également. On connaît les régions qui sont inondables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner des informations au public? On ne le fait pas. Par rapport aux données météorologiques également, on ne donne pas à temps pour que les gens prennent disposition ou que l'État prenne disposition. C'est devenu une véritable confusion et pagaille. On ne sait pas qui fait quoi, qui joue véritablement son rôle. Mais tant que on ne peut pas donner l'information à temps à ceux qui en ont besoin, il y aura toujours des problèmes. Les savants plus Saint-Sévrier, les riverains lancent un appel pressant à l'endroit des autorités compétentes et de toute bonne volonté afin de leur venir en aide tout en prenant des mesures nécessaires afin d'éviter des dégâts.
C'est ainsi que prend fin ce journal entièrement réalisé par Abdrouf. Et bien sûr, sur des reportages de notre stagiaire Aïssa Adamou, à qui j'ai dit coup de chapeau. Et bien sûr, bon courage. C'est ainsi que prend fin ce journal du soir sur la télévision Tambara. D'autres informations sur notre site web tambara.net et sur YouTube. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.